Missions essentielles de l'Église catholique des Fatouat pour les détails. Au Vatican, le protocole est roi. Le rite funéraire pontifical va se dérouler suivant un protocole bien défini et simplifié par le pape François lui-même. Les funérailles pontificales s'organisent autour d'une période de 9 jours. Contrairement à ses prédécesseurs, le pape François a souhaité des funérailles plus sobres. Cette nouvelle formule, approuvée le 29 avril dernier, a été éditée par le Bureau des célébrations liturgiques. Parmi les nouveautés introduites figure la constatation du décès non plus dans la chambre du défunt mais dans la chapelle et la déposition immédiate du corps à l'intérieur du cercueil sans être placé sur un catafalque. Contrairement aux pratiques antérieures, aucun objet symbolique comme les monnaies ou la biographie du pape ne sera placé à l'intérieur du cercueil. Les papes précédents reposaient dans 3 cercueils emboîtés faits de cyprès, de plomb et de chêne. Mais le pape François a choisi un seul cercueil fait en bois et zinc. Désormais, la procession du cercueil se fera sans exposition préalable de la dépouille. Conformément au souhait du pape François, l'exposition du corps à la vénération des fidèles se fera à l'intérieur du cercueil ouvert. Aucune cérémonie de fermeture du cercueil ne sera désormais organisée comme cela se faisait traditionnellement. Cette étape se déroulera au cours de la même célébration que les funérailles, de manière simple, comme tout chrétien, selon les propres mots du pape François. Le corps du pape est exposé dans la basilique Saint-Pierre où les pèlerins peuvent venir se recueillir, y compris des dignitaires étrangers et des dirigeants mondiaux. Autre nouveauté, les funérailles seront présidées par le doyen du collège des cardinaux ou un autre prélat désigné et non plus automatiquement par le cardinal le plus âgé. Si traditionnellement le pape était inhumé dans la crypte de la basilique Saint-Pierre, François avait déjà exprimé son souhait d'être enterré dans la basilique Marie-Majeure à Rome, près de la statue de la Reine de la Paix. Le lieu était déjà prêt, indiquait-il en décembre 2023, soulignant son lien personnel avec cette église où 7 de ses prédécesseurs reposent déjà. La question de la succession à présent après la mort ou à la démission d'un pape, un nouveau souverain pontife est élu par les cardinaux lors d'un conclave. L'élection a lieu entre le 15e et le 20e jour après le décès. Qui sont donc les électeurs du nouveau souverain pontife? Comment se déroulera le vote? Élément de réponse dans ce récit signé Kader Cissé. Le pape François a rejoint le Père ce lundi 22 avril 2025, mais la vie de l'Église catholique, elle, se poursuit sous la houlette de ses 252 cardinaux installés partout dans le monde. Parmi ces cardinaux, 135 constituent le corps des cardinaux électeurs et 117 sont des cardinaux non votants. Un cardinal conserve son droit de vote jusqu'à l'âge de 80 ans, après quoi il ne peut plus participer à l'élection papale qui se tient à huis clos. Sur ces 135 cardinaux électeurs actuels, 108 ont été nommés par le pape François, représentant ainsi 79,6% du collège cardinalice, 22 par le pape Benoît XVI, soit 16,8%, et 5 par pape Jean-Paul II, soit 3,6%. Les cardinaux électeurs en fonction ont une moyenne d'âge de 69,8 ans. Parmi eux, 15 cardinaux ont 79 ans et perdront donc leur droit de vote le jour de leur 80e anniversaire. Selon les règles établies par l'Église catholique, les cardinaux électeurs qui viendront de 71 pays seront en conclave le 16e jour après la mort du pape. En attendant, le cardinal irlando-américain Kevin Joseph Farrell, camerlingue du Vatican, assure l'intérim conformément au droit canonique. Âgé de 77 ans, il préside depuis janvier 2024 la Cour suprême de l'État de la Cité du Vatican. Il est chargé donc d'organiser les funérailles et de préparer le conclave pour élire le nouveau souverain pontife. Au Sénégal, pendant ce temps, l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal est très affectée par le rappel à Dieu hier du pape François au nom du président des imams et oulémas du Sénégal, El Hadj Omar Diène. Ils ont donc adressé leurs condoléances à toute la communauté catholique. Dans cette lettre rendue publique, ces derniers rendent hommage à un défenseur des plus faibles car il était, selon eux, un homme bon, chaleureux et sensible.
Et puis le décès du pape François, toujours, qui suscite une vive émotion au sein de la communauté catholique sénégalaise. Le président du Conseil national du laïcat, Philippe Abraham Birantine, rend hommage à un homme engagé dont le pontificat a profondément transformé l'Église, de la réforme du Vatican à la défense de l'environnement, en passant par son appel constant à la paix. Le pape laisse derrière lui une empreinte durable. La nouvelle a traversé le monde comme une onde de choc. Le pape François n'est plus. Au Sénégal, la tristesse est immense dans les communautés chrétiennes. Le président du Conseil national du laïcat, Philippe Abraham Birantine, salue la mémoire d'un homme de rupture. Le pape François a marqué la vie de l'Église, la vie du monde entier. Son magistère s'est matérialisé par la rupture à plusieurs niveaux. Des ruptures, oui, mais surtout une vision, celle d'une Église proche des pauvres, tournée vers les périphéries. Rupture qui l'a poussé à inviter, que ce soit les prêtres, les évêques, rejoindre les personnes qui avaient plus besoin d'assistance. Et le pape savait qu'en y allant, il allait attirer les projecteurs pour mettre en lumière la réalité qui s'y vivait. Le pape François, c'est aussi une voix forte pour la planète, un chef d'église devenu figure de proue de la diplomatie écologique. On a vu que le pape François a beaucoup insisté, surtout avec la préparation de la COP21, pour dire qu'il faut sauvegarder notre maison commune. Et tout cela, il l'a rappelé tout au long de son ministère. Sur le plan interne, le souverain pontife a engagé une profonde réforme de l'Église, réorganisation des structures du Vatican, réforme économique, modernisation des pratiques. Le chantier était immense. Le pape a beaucoup travaillé sur la réforme de la curie romaine, ce qui n'était pas du goût de tous. Mais avec courage et détermination, il s'est engagé à restructurer l'Église qui devait faire peau neuve et s'adapter aux réalités de notre temps. Homme de paix, le pape François a su se faire entendre dans les cercles diplomatiques. Face à la montée des tensions internationales, il a souvent appelé les dirigeants du monde à éviter le pire. Il s'est présenté comme artisan de paix et de dialogue. Et le pape n'avait même pas hésité à parler de Troisième Guerre mondiale par morceaux. Un héritage spirituel, diplomatique et écologique, un témoignage fort d'un homme de foi. Pour le président du laïcat sénégalais Philippe Abraham Birantine, le pape François laissera une trace indélébile dans l'histoire de l'Église et du monde. Et c'est donc un sentiment de tristesse qui anime la communauté chrétienne et catholique du monde entier. Les fidèles trouvés hier à la cathédrale de Dakar sont tout aussi submergés par cette triste nouvelle annoncée par le Vatican, une mauvaise nouvelle teintée d'espérance pour le repos de l'âme de la sainteté. Silence de cathédrale dans ce lieu de culte après la dernière messe de la fête de Pâques. Les quelques fidèles trouvés sur place sont venus pour baptiser leur fille. Mais l'annonce du rappel à Dieu de la sainteté pape François a pollué l'atmosphère. C'est une perte qui fait mal à notre communauté catholique, effectivement, et éventuellement à une communauté mondiale. Parce qu'en tant que catholique, en tant que chrétien, en tant que catholique, le pape, c'est un symbole pour nous. C'est le chef de l'Église, c'est la tête et plus que ça, c'est un père. Mais l'action de grâce continue. On continue l'union de prière avec lui, auprès des anges. Une mauvaise nouvelle, source de tristesse, mais aussi de l'espérance. Nous savons qu'il retourne à la maison du Père et qu'il ressuscitera et que la mort n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle vie pour lui. Donc je suis dans la joie pour lui parce que je me dis qu'il a achevé sa course et là, il est dans la joie de son Seigneur. Le pape François s'en est allé à une période où la communauté chrétienne célèbre le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, un signe très fort du ciel. Il n'y a pas de hasard, comme on le dit souvent, tout n'est que providence. Je pense que c'est un symbole fort, effectivement, qu'il a été associé à ce mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Élu le 13 mars 2013, Georges Bergoglio a choisi le nom de François en hommage à Saint François d'Assise, le saint italien célébré pour sa simplicité et son amour des pauvres, des qualités qu'ils reconnaissent au pape François de son vivant. Nous retenons de lui un pape pauvre, un serviteur humble qui a voulu être proche des plus petits, des plus défavorisés. C'est quelqu'un de très humble et c'est quelqu'un de très patient. Puisqu'il était très investi dans différentes causes et même dans le dialogue interreligieux.
Et nous qui sommes du Sénégal, c'est un sujet très important pour nous. Ce rappel à Dieu de Pape François est ainsi une grande perte pour non seulement la communauté chrétienne, mais aussi pour toute l'humanité. Que son âme repose en paix. Et sur un autre registre à présent, économie et finances publiques, une rencontre de haut niveau s'est tenue hier à Washington au siège du FMI entre la directrice générale et la délégation sénégalaise conduite par le ministre des Finances et du Budget. Selon un communiqué du ministère des Finances et du Budget, la délégation était également composée du ministre de l'économie, du ministre secrétaire général du gouvernement, de Alénar Diop, ministre conseiller économique spécial du président de la République et du directeur national de la BCAO pour le Sénégal. Cette rencontre stratégique s'inscrit dans le cadre des discussions en cours pour redéfinir un nouveau partenariat entre le Sénégal et le FMI fondé sur la transparence, la responsabilité et la mise en œuvre de réformes structurelles ambitieuses. Et puis la mise en accusation de Macky Sall continue pendant ce temps de faire parler chez certains comme Ibrahima Hamidou Dème. L'inquiétude règne quant à l'aboutissement de l'initiative. Pour lui, il y a une précipitation dans la démarche et d'ailleurs le délit, dit-il, de haute trahison n'est pas défini par la loi. J'estime qu'il y a eu une précipitation qui n'est pas de nature à faciliter cette mise en accusation, dans la mesure où le président de la République, au regard de la Constitution, ne peut être poursuivi que pour haute trahison. Nous savons tous que le délit ou l'infraction de haute trahison n'est pas définie par la loi. C'est une première difficulté. Il n'y a pas de peine légale d'autre part. Il y a aussi des difficultés par rapport à la procédure à suivre. La jurisprudence nous renseigne que les faits de haute trahison constituent une violation à la fois grave et délibérée de la Constitution. Donc c'est par rapport à des considérations tenant à l'intégrité du territoire, tenant à une trahison par rapport au serment du président, au respect de son serment, mais pas pour des gestions de fonds publics qui sont importantes, mais pour lesquelles le président de la République, au regard de la loi, ne peut être poursuivi. Sur la scène politique, toujours, des démarches ont été entreprises pour réconcilier Khalifa Sall et Ousmane Sonko. Sanoudion, responsable politique, affirme en être d'ailleurs l'initiateur et les discussions, selon lui, ont eu lieu avec d'autres membres de Yewwi Askan Wi. Mais selon l'ancien député, les dernières sorties du leader de Taxawu Sénégal ont freiné l'initiative. Pour moi, personnellement, en tant qu'adulte majeur aussi, mon droit par rapport avec les Malikébé et d'autres aussi, on avait pris l'initiative de la réconciliation. Mais c'est quelque chose qu'on démarchait en douce. Mais malheureusement, les dernières sorties de Khalifa par rapport au FDR et par rapport à Hassan Diouf aussi, a tout mis à terre. Mais c'est regrettable pour nous. Il y a certains responsables avec qui je parlais, mais pas avec Ousmane Sonko. Je n'en ai jamais parlé à Ousmane Sonko, mais j'en parlais avec tous les gens qui gravitaient autour de Pastef, de Yewwi Askan Wi, des gens qui avaient cette même ambition. Donc malheureusement, c'est tombé à l'eau, mais on garde toujours espoir. J'ai arrêté les démarches, je me suis consacré à moi-même pour accompagner actuellement le Ousmane Sonko, Diomaye, dans le cadre de ce programme. Et c'est là où je vous invite, vous aussi journalistes, à accompagner le projet et de ne pas prendre ces jeunes-là comme boucliers, des jeunes immatures, irresponsables, des jeunes qu'on prenne comme des boucliers face à Nagam. Direction Joal, les pêcheurs sont en désaccord avec le ministre de la Pêche sur l'interdiction des monofilaments, une situation qui met à l'arrêt leurs activités. Ils invitent les autorités à revenir sur leurs décisions. À défaut, ils annoncent une marche nationale avec les pêcheurs de Cap Skirring et de Saint-Louis. Les pêcheurs de Joal sont très remontés contre le ministre de la Pêche sur l'interdiction du monofilament, une situation qui met à l'arrêt leurs activités. Nous avons sorti pour manifester notre mécontentement dans la dernière sortie ministérielle. Dans la dernière sortie ministérielle qui a dit que
Les monofilaments, on avait interdit depuis 2015. Nous ne sommes pas d'accord avec le ministre. Elle a dit que le monofilament a fait des impacts négatifs dans l'environnement. Nous voulons démontrer le contraire que ce que le ministre a fait. Parce que le monofilament ne fait pas des impacts négatifs dans l'environnement. Ces pêcheurs sont déterminés à aller jusqu'au bout. Ainsi, ils n'excluent pas d'organiser une marche nationale. Oui, nous sommes déterminés à lutter jusqu'au bout. Nous sommes tous déterminés à lutter jusqu'au bout. Parce que si tu vois, d'ici Saint-Louis jusqu'à Cap Skirring, plus de 95% des pêcheurs pêchent avec le monofilament. Maintenant, si le ministre interdit le monofilament, de quoi il nous donne? C'est ça qui est le problème qui se pose. Nous ne sommes pas d'accord pour interdire le monofilament. Parce que nous pêchons seulement avec le monofilament. À Joal, les pêcheurs invitent les autorités à revoir cette décision et n'excluent pas de faire face à cette situation, quoi qu'il arrive. Des questions foncières à Louga, la gestion du foncier communal de Nguidil fait l'objet de vives critiques. Le maire et son équipe sont pointés du doigt par les sections communales de PASTEF qui dénoncent un manque de transparence et appellent la Cour des comptes à intervenir. Une situation qui alimente sur place la confusion et suscite l'inquiétude au sein de la population. Nous, PASTEF, les patriotes de la commune de Nguidil, foncier Nguidil, de la commune de Nguidil, nous dénonçons les dérives de la gestion foncière de la commune de ladite localité. On a le droit de contester. Même les chefs de village dénoncent cette mauvaise gestion. On invite la Cour des comptes à venir faire l'audit de ce litige foncier. Et si la Cour valide, on reste républicain. Par contre, si c'est le sens contraire, on ira jusqu'au bout. Commune de Nguidil luñ fi ragal wax ak lo xamne buñ ko gisé duñ ci dur baram da fay nekkul. Tout ce qu'on doit révéler dans cette commune, on va le faire parce que c'est le développement de la commune de Nguidil qui nous intéresse. Avec un budget de 1,2 milliard, l'équipe municipale doit faire une analyse durant ces 3 années. On va dénoncer, on va révéler toutes les informations parce que le développement de Nguidil nous préoccupe. Et désormais, ñu wax ni ñom nañ xolaat seen taxaway xol seen togay xamni ñun intérêt Nguidil ak Nguidil jëm kanam moy taxa jóg. La réplique de la municipalité, l'équipe du maire Djililo sort de son silence face à ces accusations sur la gestion du foncier. Elle rappelle que le problème ne date pas de leur arrivée à la tête de la commune. Selon le maire d'ailleurs, pas moins de 50 parcelles avaient été attribuées à un seul agent municipal et à sa famille avant son mandat. Nous sommes prêts à faire l'audit parce que cette situation revêt de ce qui s'est passé à Mbourkat. Et je ne peux pas comprendre un simple agent municipal peut avoir 25 parcelles, presque 1 hectare. Pire encore, on a remarqué les petits frères de cet même agent municipal possèdent 8 parcelles sur les lotissements de la route de Géoul, qui sont des terres de mes grands-pères. Et c'est des parcelles viabilisées, dont chaque parcelle coûte 1 million de francs CFA. Même son épouse possède des parcelles à Bayar, Kermo du Binte. En plus, ce dernier détient aussi des parcelles à Bayar, Kermo du Binte et Nguidil Extension. Environ 50 parcelles proviennent de cette même personne, entre sa femme et son jeune frère. Et tout sera justifié parce que le maire sortant a signé ces parcelles. Et la population de Nguidil ne doit pas rester immobile. Actualité dans la sous-région très rapidement pour terminer. La CEDEAO lance officiellement ce mardi à Accra les festivités marquant son jubilé d'or en présence des chefs d'État, des ministres et dirigeants des pays membres. L'organisation intergouvernementale ouest-africaine va entamer une série d'événements pour célébrer ses 50 ans d'existence. Au programme, dévoilement du logo et du thème officiel du jubilé ainsi que des spectacles artistiques et culturels retraçant l'histoire de la CEDEAO de sa création à en 1975 à ses principales réalisations dans la région. Un moment pour cette institution de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Dans le même temps, le Conseil des ministres de l'institution se réunira ce mardi en conseil extraordinaire pour examiner les modalités du retrait du Burkina, du Mali et du Niger. Les discussions porteront notamment sur les implications pour les institutions de la CEDEAO actives dans ces pays ainsi que sur d'autres questions régionales connexes.
Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, les quotidiens reçus ce mardi ont particulièrement rendu hommage au pape François, décédé lundi à l'âge de 88 ans, dans sa résidence au Vatican. Triste Pâques, titre le quotidien qui souligne que le souverain pontife est apparu dimanche à l'occasion de la célébration de Pâques en fauteuil roulant et a simplement salué la foule pour dire la bénédiction et souhaiter joyeuse Pâques aux fidèles. L'Afrique perd une âme généreuse, titre enquête qui souligne que le pape François, premier souverain pontife non européen depuis des siècles, laisse un vide dans l'église et au-delà. Les couches vulnérables perdent leur avocat, dit l'info. Un grand humaniste, un défenseur des couches les plus vulnérables, des opprimés, des migrants, du climat est parti. Les imams et oulémas ainsi que des hommes politiques du Sénégal rendent hommage à un grand protecteur des démunis. Selon la publication, Le Soleil dit adieu à un saint humaniste, rapportant que le chef de l'église s'est éteint le lundi 21 avril au petit matin dans sa résidence. Le souverain pontife a tiré sa révérence à l'âge de 88 ans au lendemain de la résurrection après une longue maladie. Sud Quotidien parle de Pape François, écrit que le monde perd un guide après la mort du pape. Se met en place un rituel huilé et codifié. Ainsi, 9 jours de deuil après les Nouvelles débutent pour l'Église universelle. Entre réunions des congrégations, le rituel mis en place dès l'annonce de la mort du pape pour combler la vacance du siège apostolique et organiser la succession. En attendant, le cardinal irlandais Kevin Farrell est désigné comme pape intérimaire. Outre le décès du pape, la ziara générale qui a eu lieu à Tivaouane avec le message du khalife général de Tidjane fait la une de certains quotidiens. L'As affiche à sa une la photo du khalife et titre les mots forts du khalife général de Tidjane, Serigne Babacar Sy Mansour. Même son de cloche dans Vox Populi qui titre le sermon du khalife de Tidjane contre les mots qui ruinent la société sénégalaise. Il s'agit des divorces, des faux témoignages, de l'usure, de la mendicité et des tenues dégradantes. Dans l'affaire de la gestion des forces Covid-19, l'observateur souligne que Mansour Faye et Moustapha Diop vont ouvrir la balle quant à la procédure de mise en accusation devant la haute cour de justice. Nous restons toujours dans le domaine de la justice avec le Peuple quotidien qui révèle qu'Adji Sarr sort la sulfateuse suite à l'arrestation d'Abdounger. Tiens bon mon frère, car tout le monde te soutient, a déclaré Adji Sarr dans l'école du journal. Libération lui se penche sur le présumé marché fictif sous enquête. Le parquet financier fouille le projet d'Agropole Nord. Record lui en sport met l'accent sur Hassan Diao, le lion de Com. Bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.